Gisèle. Je vais laisser la parole à Michel pour une autre partie de la présentation, plus spécifiquement sur l'aspect développement des ressources naturelles et le lien avec les droits des femmes, mais aussi le libéralisme économique. Merci Eve-Marie. Bonsoir. Merci pour l'invitation de vous parler d'un sujet surtout d'un sujet aussi qui n'est pas souvent nommé. Aussi, ce soir, c'est pas nommé la question de l'environnement. Ça veut dire que, et je vais en parler plus tard, qu'il y avait une époque où les femmes, le mouvement des femmes, des féministes, parlaient beaucoup plus d'environnement. Et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi ça se peut qu'on en parle moins dans les mouvements féministes pour le moment. Effectivement, je pense qu'il y a un lien avec la question de l'économie, mais il y en a aussi d'autres raisons. D'abord, je veux juste expliquer en 2 mots qui parle ici quand je parle, de quelle perspective je parle. Comme Eve-Marie l'a dit, j'ai fait partie de la table de travail bien commun. Dans cette table de travail, on a discuté notamment des questions du travail. Alors, une partie de ce qui a présenté Gisèle, ça aussi, on en a discuté. On a discuté un peu plus aussi du travail non rémunéré, du travail des soins. Un autre élément très important, c'était toutes les questions autour de l'État et la démocratie. Et le 3e volet, comme je disais, la question de l'environnement. Donc, après, sur cette table, il y avait une belle diversité de femmes qui étaient représentées. Notamment, il y avait des femmes des régions. Alors, ce n'était pas juste un groupe de Montréalaises, de femmes de milieux urbains qui discutaient, mais il y avait des femmes de la baie James, d'autres régions aussi, et aussi ce qui était très important pour nous, notamment en parlant des questions d'environnement, il y avait une représentation de femmes autochtones du Québec sur la table. Donc, dans les 3 parties que je vais faire un petit bout sur la question du plan Nord, comme c'était déjà soulevé un peu dans l'introduction. Je vais peut-être répéter 2 ou 3 choses, mais approfondir un peu. Après, je vais parler de certaines approches féministes à l'écologie, à la question de l'écologie, et finalement, juste vous présenter quelques propositions qui sont sorties de ces travaux-là. Je commence donc avec la question du plan Nord ou le plan pour tous et le retour du modèle traditionnel de l'homme pourvoyeur de ressources. Pourquoi on parle de ça? D'abord, si vous vous rappelez du diaporama de Gisèle où elle présentait la division sexuelle du travail, c'est justement ça qui est renforcé avec ce plan et ce qui se passe déjà. Et il y a notamment une étude du Conseil de statut de la femme là-dessus qui démontre aussi que juste une faible proportion des emplois qui sont créés, qui ont été créés, qui seront créés, seront pour les femmes. Notamment parce que c'est dans les domaines qui sont surtout masculins. Pensons simplement à la question de la construction. Je pense en construction au Québec, le pourcentage des femmes est à peu près 2%. Ensuite, dans ce faible pourcentage d'emplois pour les femmes ou qui seront occupés par des femmes, il y a beaucoup de jobs qui sont dans des secteurs mal rémunérés, notamment des femmes de chambre, des préposées à l'entretien ménager, des secrétaires. Et ceci est encore plus vrai pour les femmes autochtones. Un autre effet de ce plan de développement qu'on constate, c'est les violences sexuelles qui risquent d'augmenter.
Là, je me base sur des informations compilées par Femmes autochtones du Québec. Elles parlent d'une augmentation d'harcèlement, discrimination et de racisme, ce qui fait que les femmes quittent leur job, elles quittent leur emploi. Et aussi, on parle du fait que le nombre de jeunes femmes dans ces régions où il y a l'industrie minière a augmenté, ce qui est interprété, surtout par les Kalaks, comme un signe d'augmentation de prostitution cachée. Un troisième point, c'est qu'on a des rapports de jeunes femmes, aussi à travers des Kalaks, qui appellent et disent avoir été ramassées par des adultes qui les auraient droguées après, alors aussi une augmentation de viols. Le troisième point comme effet, ou comme zone problème de ce plan, de la perspective des femmes, c'est la question de la conciliation travail et famille. Il y a une énorme pression sur les services qui est déjà ressentie et qui se ressentira encore plus dans les régions d'exploitation minière. Par exemple, il y a une augmentation de la population et ensuite les besoins des services augmentent plus vite que l'offre. Donc, il y a manque en services de garde, services de santé et d'intervention. Il manque tout court de l'infrastructure. Enfin, il faut après présumer que, comme dans la majorité des cas, aussi là, ce seront les femmes qui vont payer la différence. Un autre constat, c'est une pénurie de logements. Notamment, il serait difficile pour les femmes avec enfants de trouver des logements. Un autre point, c'est la question de la monoparentalité. Et là, qu'il y aurait plus de cas de monoparentalité, dans le sens que je parlerais d'une monoparentalité temporaire, c'est-à-dire les pères d'enfants qui partent travailler dans les mines pour quelques mois, ou aussi après une monoparentalité à long terme, les enfants dont le père était juste de passage dans la région de la mer. Donc, pour résumer, les emplois sont surtout dans les domaines masculins. Il y a surtout des emplois mal rémunérés pour les femmes, il y a un manque de services et le fly-in, fly-out. Tout ça amène à un renforcement de la division sexuelle du travail et mène au retour du modèle traditionnel de pourvoyeur de ressources. Donc là, je fais un changement abrupt de sujet et je passe à l'écologie. Et j'aimerais vous partager avec vous les réflexions, le cours de réflexion qu'on a fait au sein aussi de la table. D'abord, on a constaté qu'en 1992, lors du Forum pour un Québec féminin pluriel, qui est un peu le prédécesseur des États généraux, l'écologie comme thème, l'environnement, était assez présente dans les débats. Dans la consultation qui a précédé le forum, on a notamment parlé d'une société équitable par un développement durable, d'une société saine qui garantit la qualité de vie des personnes et le respect de l'environnement. Et plus tard, au forum même, il est question, par exemple, de développement viable, de la primauté du mieux-être des personnes et des collectivités et du développement social. C'est-à-dire, après, si on regarde plus concrètement les propositions, c'était stopper le gaspillage de ressources, identifier les abus de la surconsommation et les effets du mal développement sur l'avenir des régions. Et ça veut dire qu'ensuite, on parlait aussi, par exemple, de l'utilisation de produits biodégradables, on parlait de transport public, on parlait mais aussi des mesures fiscales et la sensibilisation pour protéger l'environnement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Dans le discours environnemental, surtout par rapport au changement climatique, on voit que c'est devenu un discours plutôt technoscientifique. Il y a aussi même des études qui parlent des entrevues qui ont été faites avec des militantes qui parlent, le changement climatique, c'est des messieurs en sarrau. Et ça veut dire aussi qu'en fait, et c'est constaté par plusieurs chercheurs féministes, que ce discours a rendu les femmes et leurs préoccupations invisibles. Et certaines parlent même d'une masculinisation de l'environnementalisme par l'enjeu des changements climatiques. Il y a eu un autre développement important à constater. C'est une division dans le mouvement environnemental, aussi à constater parmi les féministes, une division en deux groupes, grosso modo. Celles et ceux qui veulent réformer le système économique surtout, et celles et ceux qui veulent le changer complètement. Nous, dans notre table, on faisait plutôt partie du deuxième groupe. Là. Donc, c'est sur ça que je vais vous parler un peu plus en détail, la question de la critique systémique environnementale des mouvements féministes. Un bel exemple pour cela est la Marche mondiale des femmes, qui, depuis plusieurs années, parle de questions environnementales dans ses actions et dans ses documents. Premièrement, on y voit une critique de la marchandisation de la nature. Il y a les exemples de la privatisation de l'eau, il y a des clôtures autour des puits, d'autres régions, des mangroves qui sont réservées à la pêche industrielle, ce qui empêche l'accès des pêcheurs locaux et ce qui met à risque toutes les côtes parce que les mangroves protègent de catastrophes naturelles. Mais là, il y a aussi toute la question des brevets et des semences OGM, c'est-à-dire le contrôle des paysans, paysannes par l'agro-industrie. Un deuxième point, c'est une critique du concept du développement durable et de ses fausses solutions. Surtout, on critique le commerce des émissions de gaz carbonique et les biocarburants qu'on appelle plutôt des nécrocarburants pour indiquer qu'ils sont à l'origine de la mort plutôt qu'à l'origine de la vie. Le fait que le développement durable renforce les injustices sociales et économiques entre le Nord et le Sud est aussi soulevé. Un troisième point de l'activisme ou de l'analyse de la Marche mondiale des femmes dans ce contexte, c'est une critique de l'extractivisme. On pourrait prendre l'exemple de la République démocratique du Congo, où la Marche mondiale a notamment démontré le lien entre l'industrie minière, des violences sexuelles et la souveraineté alimentaire. Par exemple, quand différentes fractions armées luttent pour le contrôle des ressources, elles utilisent le viol comme arme pour repousser la population locale, ce qui empêche ensuite les femmes d'aller sur les champs pour la récolte. Et au lieu, il leur faut acheter d'autres nourritures dans les villes. Exemple du Québec, l'action en 2012, pour les 24 heures des solidarités, elle parlait notamment du fait que beaucoup des grandes compagnies minières multinationales ont leur siège au Canada à cause des lois canadiennes qui ne tiennent pas responsables les compagnies de leur activité dans les autres pays. Donc, ça m'amène à la question aussi, mais l'environnement, pourquoi c'est un enjeu féministe? Sur quoi basent les féministes leur engagement dans cette thématique?
Et là, je vais juste vous donner quelques exemples d'approches. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais j'espère qu'on a touché aux plus importantes. Une première approche, c'est celle des effets particuliers. C'est-à-dire que la surexploitation de l'environnement a des effets spécifiques sur les femmes. Là, on prend par exemple le dernier exemple sur l'extractivisme, l'exemple au Congo, et aussi que des femmes, plus généralement, il y a la position que les femmes peuvent être touchées par les crises environnementales de façon spécifique. Un autre exemple serait l'effet des gaz de serre, où on dit aussi, ou les canicules, où on dit que la physiologie des femmes est un peu différente de celle des hommes, en théorie, et les effets ne sont pas les mêmes pour les deux sexes. Deuxième approche, une qui est très, encore assez répandue, elle stipule, les femmes sont des mères. Et parce que les femmes ont des enfants, on s'occupe aussi de la terre. Je vous donne l'exemple de l'écoféministe australienne Ariel Saleh, qui récemment s'est servie de cette argumentation essentialiste dans une présentation, dans une rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes. Une troisième approche, c'est près de celle que je viens de nommer. C'est celle qui fait le lien entre le care, le travail des soins et l'écologie. Cette approche se distingue en étant moins essentialiste. On constate que ce sont les femmes qui font encore la plus grande partie du travail reproductif, ce qui inclut un travail de médiation entre humain et la nature. Cette expérience, cette pratique a instauré aux femmes un savoir intime sur la nature. Ceci est une formulation de Carolyn Merchant de 1996. Quatrième proposition, et celle-là, c'est ma préférée, je vous le dis dès le début, de celles que je vais nommer, c'est celle d'une citoyenneté écologique féministe, ou en anglais, Feminist Ecological Citizenship. Elle a été créée par Sherilyn McGregor dans son livre Beyond Mothering Earth en 2011. Et c'est-à-dire l'engagement féministe en matière environnementale est à voir en tant qu'expression d'une citoyenneté, et ça permet donc d'éviter de renforcer les stéréotypes, de renforcer l'idée que le travail reproductif, c'est la job des femmes. Et on ne tomberait pas dans le piège d'uniformiser aussi la femme. Ça permettrait des multiples expressions de l'identité de femme. Et en plus, ça aiderait à politiser politiser le travail des soins au lieu de juste le romantiser. Donc, avec ça, j'arrive aux propositions que j'aimerais soulever ici, qu'on a fait à partir de ce groupe ou qui se sont dégagés. On a commencé d'abord à suggérer qu'il faut se réapproprier du sujet de l'écologie. Ce n'est pas un sujet technique, c'est une question de participation citoyenne. Cela nous concerne et ça ne se passe pas ailleurs. Et il faut développer des stratégies pour se faire entendre. Deuxième proposition, développer une vision féministe et écologiste de l'économie et du travail. Il faut avoir le bien-être des personnes et de la biosphère au cœur de cette vision féministe. Il faut parler de travail non rémunéré. Il faut rompre avec la division sexuelle du travail, éviter que le fardeau ne devienne pas plus grand pour les femmes, parce que des pratiques écologiques souvent demandent plus de travail. Et on ne veut pas que ça retombe uniquement sur les femmes. Et on ne veut pas non plus une
marchandisation de tout ce travail, mais plutôt une collectivisation. Et le troisième point, c'est un plan de développement pour le Québec, mais un plan qui a au cœur la justice sociale, économique et environnementale. Ce plan doit se faire par un processus démocratique de consultation et de participation, et il doit respecter l'autodétermination des peuples autochtones. Et dans ce sens aussi, on proposait de penser aux besoins des 7 générations futures et d'apprendre des 7 générations futures, suivantes, bon, antérieures. Voilà. Et comme un tel plan, ça ne se réalise pas d'aujourd'hui à demain. Il faut aussi prévoir une période de transition. Il faut donner le temps aux travailleuses et travailleurs pour s'adapter. Il faut trouver des moyens pour que les régions peuvent se réorienter aussi. Il faut aussi prévoir que les nouveaux emplois qui seront créés dans notamment des climate jobs, on les appelle aussi, là où il s'agit de réparer ou réinstaurer la justice par rapport à la justice environnementale. Ces jobs, elles doivent être créés dans des secteurs qui ne s'adressent pas uniquement aux hommes, mais aussi aux femmes. Et il faut respecter l'équité salariale. Avec ça, oui, c'est ça que je voulais vous partager avec vous, un peu comme extrait de ce qu'on a fait dans la table de travail bien commun. J'aimerais aussi partager avec vous que depuis ce travail-là, et c'est aussi dégagé l'idée de parler entre écoféministes au Québec. On s'est donné rendez-vous des écoféministes qui ne se connaissaient pas vraiment, qui se connaissaient par nom, mais pas dans l'action encore. On s'est donné rendez-vous aux États généraux en novembre. On va animer un atelier sur les enjeux féministes dans l'écologie. Merci beaucoup. Merci, Michel. Avant de prendre une petite pause de 10 minutes, je vais laisser peut-être un petit mot de la fin à Alexa, présidente de la Fédération, comme elle a parlé au début, peut-être un peu voir quelques réflexions qui peuvent émerger pour une période de discussion par la suite. Bien, j'aimerais dire merci surtout. On a un aperçu des enjeux liés à la division sexuelle du travail, les conditions de travail, des questions d'écologie dans l'organisation de l'économie. Peut-être j'ajouterai des éléments de conscientisation qu'on se fait nous-mêmes du fait de participer à la Marche mondiale des femmes. C'est que, par exemple, les conditions de travail des femmes à Walmart, ici, au Québec, s'appuient aussi sur l'exploitation du travail des femmes dans le Sud qui produit les textiles qui sont plus tard ou les produits qui sont plus tard vendus dans les Walmart. Et ce qu'on a comme conscience qu'on souhaite développer d'autant plus, c'est comment on peut bâtir une économie mondiale qui est basée sur les besoins des communautés, des familles, des personnes, la viabilité de la terre et qui ne engendre pas un rapport nord-sud ou des rapports nord-nord ou sud-sud qui se basent sur des formes d'exploitation. Et c'est extrêmement grand et gros d'essayer de penser à ça. On sait que le système mondial capitaliste est extrêmement puissant et que même avec la crise économique qu'on a vécue avec 2008-2009 autour du monde, on n'a pas réussi à l'ébranler tant que ça, malgré les mobilisations immenses partout dans le monde. On a vu en fait par la suite le retour de politiques d'austérité d'autant plus virulentes. Donc, on n'est pas naïf devant l'ampleur de la tâche quand on réfléchit à ça. Mais on s'est tanné d'être dans une position défensive face à la situation dans laquelle nous sommes placés. Et à la place de continuellement essayer de stopper les reculs et les problèmes, on s'était dit,
si on commençait à envisager qu'est-ce qui pourrait être un projet économique qui respecte l'apport des femmes là-dedans, qui permet d'équilibrer mieux le travail entre les hommes et les femmes, entre l'État et les personnes, et qui apporte une réflexion de justice sociale dans les rapports entre les personnes dans le Nord et le Sud. Ça implique aussi une conscience sur le rôle de l'immigration. L'immigration sert énormément à combler des postes non pourvus ici, mais dans des conditions souvent déplorables au niveau des conditions de travail ou bien le statut des personnes. Donc, toute cette conscience-là nous amène à se dire, est-ce qu'il est possible de commencer à imaginer réellement la manière qu'on pourrait partir sur d'autres bases? On sait qu'on ne gagnera pas cette lutte-là à court terme. Mais les choses qu'on n'imagine pas, on n'est pas capable de les réaliser. Donc, pourquoi pas commencer à placer les visions que nous portons au cœur d'une réflexion qu'on commencera peut-être petit à petit à gagner. Et là, ça nous place dans un autre rapport qu'un rapport défensif où on est constamment en train de juste dire non, on ne veut pas de votre économie à vous. Alors, je laisserai, je pense, là-dessus parce que c'est une œuvre collective. Ce dont on discute ici, ce n'est pas une finalité, c'est une réflexion qui est en cours, une mobilisation qui se fait à tout instant finalement, et on considère qu'on est dans une démarche de décolonisation de nos esprits à plusieurs égards en ce moment. Dans 2 semaines, on va parler des rapports autochtones, non autochtones, mais je pense que l'économie, une forme d'économisme, une sorte de religion de l'économie capitaliste est rentrée dans nos cerveaux, a pris possession de notre liberté, de notre autonomie. Puis aujourd'hui, on est appelés toutes et tous à se libérer de ce carcan mental-là pour voir comment on peut enlever les chaînes de notre propre cerveau puis de commencer à conceptualiser un monde basé sur d'autres rapports. Donc, c'est un peu l'invitation pour les discussions de continuer à enrichir ensemble cette réflexion.